Bonjour à tout le monde et je vous remercie beaucoup pour l'accueil. Donc j'ai beaucoup de plaisir aujourd'hui à vous présenter ce sujet de la vinification sans sulfite. Donc je me présente, Arnaud Imellet, donc je fais du conseil technique en œnologie, et plus spécialement sur la vinification bio et la vinification sans sulfite. Donc c'est une pratique, ça fait une vingtaine d'années que je travaille la question des. Donc là, ce que je voudrais présenter aujourd'hui, c'est plutôt un retour d'expérience, que plus que des essais proprement parlés. Alors la vinification sans sulfite, il y a quelques années, c'était un sujet, c'était plutôt, on s'est intéressé au vin sans sulfite, plus pour pour un objectif un peu écologique. Aujourd'hui, on est quand même dans une démarche différente. Aujourd'hui, on s'est rendu compte, avec les retours, que cette question de vinifier sans sulfite, eh bien, c'est aussi une opportunité pour faire des meilleurs vins. Donc ce n'est pas quelque chose qui est réservé spécialement à la démarche bio, bien sûr les bio s'y intéressent, mais cette question de la vinification sans sulfite, de façon plus large, c'est vraiment une approche différente qui permet de redécouvrir, qui permet d'avancer vers une autre œnologie et d'avoir notamment, comme le titre l'indique, une reconquête de la typicité des vins, donc une approche réellement qualitative. Ce n'est pas juste pour gagner quelques milligrammes de SO2, mais c'est aussi pour avoir une autre approche des vins et une qualité différente. Alors disons en gros, il y a deux approches possibles dans cette vinification sans sulfite. Soit effectivement c'est un objectif de communication et de production de vin entre guillemets bien-être, qui est dans la filière bio, où on cherche à faire des vins qui font pas mal la tête, où le consommateur se sent bien, donc là il y a vraiment une volonté de bien-être. Ou alors il y a cette approche qui dit plutôt où on cherche à garder la typicité, même à reconquérir la typicité à travers cette approche sans sulfite. Donc, très rapidement, un petit historique. Alors, cette histoire de sans sulfite, de quand ça date, en définitive? Alors, en gros, les 8000 ans d'histoire du vin, sur les 8000 ans d'histoire du vin, eh bien, comme la majeure partie de cette histoire du vin se fait sans sulfite. C'est-à-dire que de moins 6000 jusqu'à l'époque romaine, donc il n'y a pas eu de SO2 dans les vins, il n'y a pas eu de sulfitage. Et le sulfitage est arrivé beaucoup plus... est arrivé uniquement avec l'avènement du tonneau en bois, donc avec l'époque romaine, l'époque gallo-romaine, et c'était donc la nécessité de la vinification en bois qui a amené la nécessité du sulfitage, puisque les amphores étaient faits de telle manière, donc je ne vais pas aller dans le détail, mais toujours est-il, pour les amphores, on avait d'autres moyens de conservation que le SO2, et ce n'était pas nécessaire. Donc ça fait à peu près, pas loin de 2000 ans à peu près, qu'on sulfite les vins, ce qui est déjà pas mal, avec des hauts et des bas selon les époques, donc des plus grandes utilisations de SO2 à l'époque du réchauffement médiéval. Ensuite les premières je dirais, restrictions au sulfitage sont apparues vers le XIIIe et XIVe siècle, où on a des documents, notamment de l'empereur Maximilien, qui avait fait les documents qui indiquent les premières restrictions à l'usage du SO2, où on avait des premières doses limites de SO2, puisqu'apparemment il y a une époque où on utilisait des grosses doses de SO2 vers le XIIIe, XIVe siècle, et bon, maintenant jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, on va arriver dans quelque chose d'un petit peu plus technique. Un petit rappel sur le SO2 libre et le SO2 combiné. Dans l'histoire qui nous intéresse ici, bien faire la différence entre le SO2, jusqu'à présent le SO2 on s'en sert sur sa partie antiseptique, et qui concerne essentiellement la partie du SO2 moléculaire. Par contre, le SO2 libre, là c'est la partie antioxydante, et c'est tout le SO2 libre qui joue dans la partie antioxydante. On verra par la suite que pour la stabilisation des vins, c'est vrai que ces deux fonctions sont un peu différentes entre le SO2 moléculaire et le SO2 libre. Donc il y a une partie qui agit sur le plan antioxydant, entre guillemets, et l'autre partie sur la partie antiseptique. Et donc là, on se rend compte qu'effectivement, que la partie biocide, la proportion de biocide du SO2, eh bien, avec l'augmentation du pH, l'évolution climatique, eh bien, on a un SO2 qui est de moins en moins efficace. Et finalement, l'objet aussi de cette présentation, c'est de se poser cette question, puisque avec le réchauffement climatique, le SO2 fonctionne de moins en moins bien. Alors, trouver d'autres méthodes et d'autres fonctionnements que le SO2. Donc, le SO2 n'est peut-être plus la meilleure réponse
pour la gestion microbiologique du jus. Alors là, je vais vous parler de vinification sans sulfite. Donc il y a deux aspects essentiellement dans cette vinification sans sulfite. Il y a d'une part, et encore une fois, je ne parle que de la vinification, hein, je ne vais pas parler de l'élevage ou de la mise en bouteille sans sulfite, qui sont vraiment des sujets qui sont à part, qui demandent tout un chapitre. Là, je vais me contenter de la partie préfermentaire, donc de la vinification. Et donc dans cette vinification, donc si on enlève le SO2, eh bien ces deux aspects, il y a d'une part, qu'est-ce qu'on fait de l'oxygène, comment est-ce qu'on gère l'oxygène en l'absence de SO2, et ensuite comment est-ce qu'on gère la microbiologie. Donc je vais passer rapidement quelques diapos sur la question de l'oxygène. Alors ça concerne essentiellement la vinification en blanc. La vinification en vin rouge, c'est vrai, la question de l'oxygène est un peu moins importante, bien que. Mais dans les vins blancs, on a toujours l'habitude jusqu'à présent, et notamment ici dans la région de Bordeaux, vous travaillez surtout des vins de type Thiol avec type Sauvignon. Et donc on nous a toujours appris qu'il fallait absolument protéger tous les jus contre l'oxydation. Et finalement, dans l'approche, si on enlève le SO2, comment est-ce qu'on gère cette question de l'oxygène? Donc effectivement, là je viens dans une région, je viens d'Alsace, où on a une région qui fait des vins blancs de type terpène. Donc là, effectivement, la question de l'oxygène n'est pas tout à fait la même que dans la question du Sauvignon. Mais malgré tout, on va voir qu'on pourrait gérer cette question d'oxygène. Donc voilà, je disais, donc on a l'habitude soit d'avoir une protection, l'objectif protection totale pour les vins blancs, ou alors l'hyperoxygénation qu'avait présenté Müller-Schpett il y a quelques années, et donc qui consiste à oxygéner totalement les jus. Alors, quelle est la réalité, ou où est la vérité en définitive? Est-ce qu'il faut une protection totale pour les vins blancs, ou est-ce qu'il faut une hyperoxygénation, sachant que dans cette affaire d'oxygène, si vous faites une protection totale du jus contre l'oxygène, vous allez avoir des vins relativement instables sur le vin final, et des vins qui peuvent combiner beaucoup de SO2. Et donc, ce n'est pas toujours l'objectif. Si on a remarqué ça il y a déjà longtemps, il y a une vingtaine d'années, quand on faisait les premiers pressoirs capotés avec des vinifications totalement à l'abri d'oxygène, on avait des vins très instables à la sortie. De la même manière, si vous mettez par exemple de l'acide ascorbique sur un jus à forte dose pour le protéger totalement de l'oxygène, l'acide ascorbique est très efficace comme antioxydant. Mais à la sortie, vous obtenez des vins qui sont très instables sur le plan d'oxydation. Donc on en est arrivé à cette notion plutôt de ni protection totale, ni hyperoxygénation, mais plutôt à cette notion de définir le besoin optimal d'oxygène. Donc la vraie question n'est pas de choisir entre la protection ou l'oxydation. La vraie question est combien d'oxygène pour mon jus. Donc je suis persuadé que, avec l'expérience, on entend que tous les jus ont besoin d'oxygène, quel qu'il soit, mais la question c'est combien. Voilà. Donc il y a des jus qui peuvent en avoir besoin que de 2 ou 3 mg d'oxygène, et d'autres jus qui peuvent en avoir besoin de 20 ou 30 mg d'oxygène pour arriver à l'optimum d'expression aromatique selon le vin choisi. Donc bien sûr, cette quantité d'oxygène qui est absorbée par le mou oriente le type aromatique du vin. Par exemple, ce que je disais, un Gewürztraminer, par exemple, qui a vinifié en Alsace, si vous faites une protection totale contre l'oxygène, vous perdez de la typicité. Donc un Gewürztraminer, par exemple, a besoin, je dis quelques chiffres en gros, mais de 10 ou 15 mg d'oxygène sur un jus. Bien sûr, un vin de Sauvignon, les besoins d'oxygène sont différents. Et pareil pour un vin rouge de garde et un vin rouge primeur. Un vin rouge de garde, on peut avoir un peu plus d'oxygène. Un vin rouge primeur, on va en avoir un petit peu moins dans la phase. Là, je parle toujours d'oxygène dans la phase préfermentaire, hein, vraiment sur le jus. Et ensuite, on se rend compte que l'oxygène qui est absorbé par le mou modifie la perception des polyphénols. Hein. Donc, si vous protégez totalement le jus contre l'oxygène, vous avez des polyphénols qui restent un peu plus amers. Et donc, le caractère végétal reste plus important. Donc, l'oxygène permet de gagner un peu de rondeur sur les polyphénols. Et ensuite aussi, bien sûr, que le fait de faire agir de l'oxygène sur le mou, eh ben, ça conditionne la stabilité du vin et sa résistance à l'oxydation. C'est-à-dire que si vous faites agir une certaine partie d'oxygène sur jus, vous obtenez des vins un peu plus stables donc à la sortie.
Donc c'est plutôt donc l'oxygène raisonné, définir le besoin optimal d'oxygène. Ensuite, quelques exemples de mous qui ont besoin de peu d'oxygène. Par exemple, eh bien, c'est typiquement les cuvées champenoises, donc où là, vous avez relativement peu d'extraction de polyphénol. Donc ces jus de gouttes de raisins entiers, par exemple, qui ont relativement peu de polyphénol. Si vous faites aussi des collages précoces à la PPP, par exemple, si vous avez des cépages à faible maturité, eh bien, tous ces jus-là, ou bien le type Pisté Sauvignon, là, on a des besoins d'oxygène qui sont relativement faibles, qui sont une fourchette là, de 3, 5, 7 mg d'oxygène par litre. Toujours, encore une fois, dans la phase préfermentaire. Donc, ce que j'appelle la phase préfermentaire, c'est la phase depuis le pressurage jusqu'au levurage. Ensuite, on a des jus plus souvent qui ont besoin de plus d'oxygène, comme les vendanges de surmaturation, les vendanges machines. Évidemment, quand vous faites de la vendange machine, vous avez beaucoup plus d'extraction. Là, on peut avoir des besoins d'oxygène de l'ordre de 15 mg. Et aussi, par exemple, les vins liquoreux, hein, on n'a pas intérêt à protéger. Par exemple, là, on était hier à Sauternes. Par exemple, les vins liquoreux n'ont pas du tout intérêt à protéger ces jus contre l'oxydation, par exemple. Et les mous de presse, les rebêches, qui peuvent demander jusqu'à 40 voire 50 mg d'oxygène. Donc là, effectivement, je fais une petite diapositive spécifiquement pour la production des vins liquoreux. Donc là, je dirais que c'est peut-être typiquement ce vin-là qu'il ne faudrait ne pas sulfiter. Pour nous, c'est les vendanges tardives. Ici, ce seront vos vins doux. Et s'il y a vraiment un vin dans toutes les vinifications qu'il ne faudrait vraiment pas sulfiter sur jus, c'est réellement les vins liquoreux. Et je regrette qu'effectivement qu'il y ait encore cette idée de, puisqu'on a de la pourriture, puisqu'on a des vins de pH élevé, il faut absolument sulfiter ces jus. Alors je trouvais que c'est extrêmement préjudiciable à ces vins liquoreux, donc le sulfitage des jus. Et donc je crois que le château qui nous a accueillis hier ne fait pas de sulfitage des jus, et je crois que c'est une très bonne idée. Donc éviter notamment en particulier le sulfitage des vins issus de vendanges pourries ou de vins liquoreux. Donc je m'arrête là rapidement sur la production, sur l'aspect oxygène, hein, donc où il faut vraiment aller dans cette idée de gestion raisonnée de l'oxygène en fonction du type de vin que l'on va produire et en fonction des objectifs de stabilité qu'on va avoir sur ces vins. Et de sortir de ce manichéisme qui voudrait soit choisir entre protection totale ou hyperoxygénation. Je crois que la vérité est réellement, pour chaque type de vin, il y a une action d'oxygène spécifique à apporter. Donc maintenant, ça c'est pour la partie oxygène en vinification sans sulfite. Ensuite, on va passer à la partie microbiologique. Donc ça c'est la deuxième partie. Quand vous ne mettez pas de SO2, qu'est-ce qui se passe dans mes jus et comment est-ce que je vais gérer la microbiologie en vinification sans sulfite et de préférence, comment je peux avoir de meilleurs vins? Alors, il y a un travail intéressant qui a été publié par l'université de Davis, par Vaucluse, et qui avait mis en évidence la notion de typicité microbiologique d'un terroir. Alors, donc dans cette étude, il ne dit pas qu'il existe une levure spécifique pour chaque terroir, mais il dit que la proportion, la répartition des différentes souches de levures et de bactéries peuvent être typiques d'un terroir. Et donc, l'idée, ce serait de protéger cette typicité microbiologique jusqu'au bout et de la retrouver dans le vin. Donc depuis quelques années, eh bien, on fait des sélections et des commercialisations de levures non Saccharomyces. Donc on a déjà maintenant quelques années de vinification, d'expérience sur donc que ce soit des Pulcherrima, des Torulaspora, des Pichia et autres Cluiveromyces. Et on se rend compte que ces non-Saccharomyces ont des caractéristiques très intéressantes. Quand je dis intéressantes, je veux dire des caractéristiques très particulières, très spécifiques. Hein. Autant les levures Saccharomyces, on est dans une bande relativement étroite de métabolisme. Là, on est dans des genres différents, des espèces différentes, et on a vraiment une palette extrêmement large de possibilités aromatiques, de métabolisme particulier. Et donc là, je ne suis pas en train de vous vendre des non-Saccharomyces, je veux juste en train de vous dire que le fait d'avoir travaillé sur ces non-Saccharomyces, on s'est rendu compte du potentiel très important, très intéressant
sur l'impact aromatique que représentent ces souches non Saccharomyces et qui existent naturellement, bien sûr, sur le raisin. Il n'y a pas que des Brettanomyces et qui peuvent être vraiment intéressantes pour la typicité du vin. Donc là, schématiquement, dans un jus, au moment du pressurage, vous avez donc une répartition très, très large d'espèces, de genres, de proportions, et qui constitue une espèce d'empreinte digitale microbiologique de votre vin. Donc vous avez réellement une empreinte digitale, donc une particularité microbiologique sur chaque terroir, sur chaque cuvée. Et donc l'idée, c'était de préserver cette empreinte digitale, de préserver cette personnalité, cette typicité. Et malheureusement, avec la pratique habituelle du sulfitage plus un levurage, eh bien on élimine quasiment toute cette diversité qui est relativement sensible, en tout cas on la perturbe fortement, et on obtient une fermentation monoflore. Et on perd cette identité typique de départ. Donc, je dirais que c'est le sulfitage des jus qui est le principal facteur de destruction de la typicité microbiologique. Parce que effectivement, dans les fantasmes, entre guillemets, dans ce qu'on souvent et souvent un peu dans les milieux bio, on dit que c'est la levure, c'est le fait d'acheter des levures commerciales, entre guillemets, qui est un facteur de standardisation. C'est quelque chose que l'on entend fréquemment. Pour moi, c'est pas l'utilisation des levures commerciales qui pose problème dans la typicité, c'est le sulfitage. Et le sulfitage des jus qui est le principal facteur de cette destruction de typicité microbiologique. Et donc je crois que dans la perspective bio, ça ne me paraît pas forcément une bonne idée d'interdire, de protéger le SO2, entre guillemets, dans la législation et d'interdire les levures, par exemple. Donc je crois que la levure est plutôt disons, le fait d'avoir accès à la biomasse est quand même un facteur de protection de la typicité plus qu'un facteur de standardisation, et que c'est plutôt le sulfitage qu'il faudrait éliminer de la pratique. Donc là, oui, ça c'est le même schéma que tout à l'heure, c'est la... Alors après, bien sûr, vous allez me dire, oui, mais alors dans ce cas-là, il suffirait pour avoir la meilleure typicité, vous allez me dire, il suffit de ne pas sulfiter ni de levurer pour obtenir des vins typiques. En fait, c'est pas si simple que ça. Donc l'expérience nous a bien montré, et c'est à la dérive un peu dans différents vins nature qu'on a pu goûter, que si vous ne mettez pas de SO2, vous protégez, vous ne maîtrisez pas du tout votre microbiologie, très souvent, ça se passe, vous avez des expressions aromatiques qui sont totalement laminées par les déviations, par les goûts de phénol, par la volatile, par l'acétone, etc. Donc la question après, c'est comment concilier, comment préserver cette microbiologie très personnalisée du terroir et maîtriser la déviation microbiologique. Et donc là, on arrive à la notion de bioprotection qui essaie de ménager à la fois le chèvre et le chou, si on peut dire, qui essaie à la fois de maîtriser les populations sans totalement détruire ce qui existe. Donc au départ, le raisin, c'est un grain, le jus est stérile par nature à l'intérieur, hein, donc la microbiologie qui est sur le raisin est relativement stable quand on arrive à la date de la récolte. Et ensuite, bien sûr, dès que le grain est écrasé, choqué, eh bien, tout de suite se met en mouvement, donc il y a tout un chamboulement microbiologique qui se fait, et on est soumis ici à ce moment tout de suite au développement exponentiel des micro-organismes. Et là, je crois qu'il faut vraiment prendre conscience qu'en l'absence de SO2 que vous allez mettre par la suite, là, ce qui se passe, c'est que dès la vendange machine, dès le pressurage, et bien, tout de suite, dès la première minute, il y a tout un système microbiologique qui se met en route. Et il faut se rappeler donc de cette loi de développement exponentiel de tous les micro-organismes qui partent très rapidement en multiplication. Et là, on peut avoir effectivement l'installation très rapide à la fois de Brettanomyces, de levures apiculées, de lactobacilles, qui peuvent, par contre, là, être un inconvénient pour la typicité du jus, qui dépend bien sûr de la température. Et alors, vous voyez, donc, habituellement, dans le processus jusqu'à présent, eh bien, entre le pressurage et le levurage, on a souvent 10, 24, voire 48 heures. Et jusqu'à présent, donc on se servait juste du SO2 pour combler ce laps de temps. Et finalement, c'est une zone qui, pour l'instant, n'est pas gérée sur le plan microbiologique. Donc le levurage qui arrive 24 heures ou 48 heures après, il arrive trop tard. Je veux dire, pour assurer une moindre protection, parce qu'entre-temps, pendant ces 24 heures,
eh bien, toutes ces populations ont largement eu le temps de s'installer et largement le temps de se développer. Donc, si on veut avoir une action bioprotectrice, il faut que cette action bioprotectrice soit très précoce, soit au plus proche de la récolte, parce que si vous arrivez avec votre levurage 24 ou 48 heures après, c'est trop tard. Les populations sont déjà installées, les dégâts sont déjà faits, et même si les Brettanomyces ne sont pas encore visibles sur le plan aromatique dans ce stade-là, elles se sont déjà installées, et vous allez les retrouver après en fin de vinification ou en élevage. Donc l'importance, quand on parle de bioprotection, c'est de faire une bioprotection le plus tôt possible dans la chaîne de travail. Bon, après, il y a la question de... vous allez me dire, oui, mais est-ce que ça veut dire qu'il faut que je fasse une bioprotection systématiquement? Est-ce qu'il faut... Je suis bio, est-ce que je vais être obligé d'acheter des levures systématiquement ou pas? Alors là, il n'y a pas de... Effectivement, il n'y a pas de réponse définitive à ça. Là, pour répondre à la question, toutes les régions, toutes les entreprises sont différentes et il faudrait arriver à évaluer le risque microbiologique à la récolte. C'est-à-dire, est-ce que sur mon domaine, est-ce que je suis obligé de recourir à des levures externes entre guillemets, ou est-ce que je peux travailler totalement en indigène dans ma situation ou pas? Et donc là, effectivement, ça c'est encore un domaine, je veux dire, au niveau de la recherche. Bon, on est en train de travailler, je crois qu'il y a différentes propositions qui commencent à se faire pour avoir des outils d'évaluation rapide qui permettent d'évaluer la quantité de brettes, la quantité de bactéries, la quantité des différentes souches de levure, pour arriver à estimer le risque microbiologique et pour savoir avec quelle intensité je dois ou je peux ou ne pas apporter de bioprotection sur ma récolte. Donc de façon très empirique, on sait qu'effectivement, quand vous avez des pH bas, inférieurs à 3,5, d'abondance saine, il n'y a pas de surmaturation, en général, là, les risques sont relativement faibles. Vous voyez, par exemple, dans mon expérience de conseil technique, que ce soit l'Alsace, la Champagne ou la Loire, on arrive très souvent à faire des vinifications en levure indigène. Mais si vous allez à Montpellier, même à Bordeaux ici, ça devient déjà beaucoup plus compliqué de faire de la vinification indigène, on a beaucoup plus de risques de déviation. Donc, ouais, donc il y a cette notion d'évaluation du risque de la récolte pour l'application de la bioprotection. Donc le levurage traditionnel, même s'il n'y a pas de SO2, le levurage permet déjà d'avoir une certaine bioprotection déjà, mais encore une fois, le levurage n'est pas suffisant parce qu'il arrive souvent très tard et il faut quand même une bioprotection des vendanges dès le départ. Alors dans cette notion de bioprotection, donc je le rappelle, ça consiste donc à apporter une biomasse sélectionnée le plus tôt possible au moment des vendanges. Donc c'est de la lutte biologique quelque part à la place du SO2. Hein. Donc je vais rapidement sur le... Donc là par exemple je présente, bon c'est pas pour faire vraiment de la pub mais c'est juste pour présenter le sujet. Par exemple là je présente le Primaflora VB, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a par exemple ici une biomasse qui a été spécifiquement étudiée pour les vins blancs. Alors très rapidement il s'agit ici dans le cas d'une Torula spora qui donne la possibilité encore de faire le débourbage, qui s'installe mais qui ne fait pas tout de suite d'effet fermentaire et qui permet quand même de faire les opérations de débourbage. Donc vous voyez là, l'idée c'était de sélectionner une levure spécifique qui permet de faire de la bioprotection, par exemple pour les vins blancs. Ensuite, parce que il me reste juste que 3-4 minutes, attendez, je vais rapidement, ouais, donc je vais juste passer là-dessus, oui, rapidement sur l'essai. Par exemple, là, c'est un essai qui a été fait sur un pinot gris avec un pH quand même, vous voyez, de 3,8, 14% d'alcool. Et là, c'est pour la maîtrise, juste pour visualiser la maîtrise qu'on a sur les bactéries lactiques avec la bioprotection. Et bien, avec les bioprotections, on est quasiment aussi efficace qu'avec 5 grammes de SO2, donc par rapport au témoin. Donc ça veut dire par là qu'avec la bioprotection qu'on a apportée au moment des vendanges, eh bien, on est capable de réduire le développement des bactéries et par rapport au témoin qui n'a pas eu de bioprotection, et toujours en l'absence de SO2. Donc cette bioprotection peut s'appliquer sur le raisin entier dès la récolte,
ou elle peut s'appliquer sur une machine à vendanger, par exemple, directement sur la machine à vendanger, pour avoir une bioprotection dès le départ. Ensuite, donc, oui, attends, je vais aller directement. Oui, après, il y a la question, dans les vins blancs notamment, il y a la question de, je ne mets pas de SO2, comment est-ce que je vais gérer le débourbage? Et c'est clair qu'il vaut mieux raccourcir les délais entre le pressurage et le levurage. Et de préférence, par exemple, la flottation, ça peut être une solution intéressante dans les vins blancs pour raccourcir les délais. Et du coup, avec la flottation, on peut choisir d'utiliser soit une flottation à l'air, si on a les besoins d'oxygène, soit une flottation à l'azote, si on veut protéger. Disons, dans les risques majeurs, dans les vinifications en blanc sans sulfite, c'est essentiellement des phénomènes de surface. Ça veut dire que pendant la période de débourbage, surtout lorsque vous faites des débourbages à froid, sur 24 heures ou 48 heures, vous avez surtout un biofilm qui se développe au-dessus en surface, notamment souvent avec des bactéries acétiques. Donc c'est quand même important de bien surveiller les surfaces des volumes. Et j'ai vu qu'il y avait une pratique, on avait parlé hier, de guillage qui se pratique dans la région. Et cette pratique de faire déborder les cuves, par exemple, en début de fermentation, ça me paraît une pratique assez intéressante pour éliminer la plupart des levures apiculées et bactéries acétiques de surface. Donc cette pratique traditionnelle du guillage, je crois que c'est une pratique assez intéressante qui correspond à une flottation, entre guillemets, spontanée. Ouais. Alors, quelles sont les principales options pour démarrer la fermentation alcoolique? Donc, soit vous démarrez, bon, il y a l'option conventionnelle, c'est-à-dire je mets du SO2 et levurage. Je dirais l'option nature, c'est-à-dire je laisse faire, je ne mets pas de SO2, je ne mets pas de levure, et j'attends que ça démarre. Et l'option bio, c'est-à-dire je mets un peu de SO2, mais je ne mets pas de levure. Hein. Ou alors il y a l'option bioprotection, qui est à l'inverse, c'est-à-dire je ne mets pas de SO2, mais je mets des levures. Voilà. Et donc effectivement, l'option conventionnelle, on en a parlé, c'est plutôt tendance à standardiser le vin. L'option nature, beaucoup de risques, on a beaucoup de déviations dans l'option si on ne met pas de SO2 et pas de levure. Mettre un peu de SO2 et pas de levurage, ça me paraît aussi assez risqué. Je trouve que c'est plus facile de se passer du SO2 que de levure. Et donc l'option bioprotection, c'est-à-dire avoir recours parfois à des biomasses de petites doses, mais pas de SO2. Alors là, je n'aurai pas le temps de tout détailler, mais je voudrais juste encore faire un petit mot sur la vinification en rouge. Alors la vinification en rouge, la question de l'oxygène est moins prégnante, mais c'est surtout la question microbiologique et notamment bien sûr la question des brettes. Donc je passe toujours cette diapo qui est très ancienne mais que j'aime beaucoup parce que c'était l'IFV qui avait fait des essais à l'époque en Bourgogne. Bon, je trouve qu'elle illustre vraiment bien ce qui se passe avec les brettes. Puisque là c'est un essai qui compare à la fois un petit sulfitage de l'ordre de 4 grammes par hectolitre avec un sulfitage et un levurage et donc un bout qui n'a pas eu de levurage avec juste du SO2. Donc ce qui est intéressant quand même de constater, c'est que les brettes, là où il y en a vraiment beaucoup des brettes, c'est dans le mou qui a été sulfité mais pas levuré. Alors que dans le jus qui a été levuré avec la même dose de SO2, on a quand même arrivé à bien maîtriser l'évolution des brettes. Et que la bioprotection, on arrive encore plus bas dans la maîtrise des brettes. Donc là, c'est juste pour illustrer, donc en vinification en rouge, la solution, c'est pas le sulfitage, c'est la maîtrise microbiologique, donc soit bioprotection, soit levurage. Et que le SO2 n'est pas du tout la meilleure réponse pour la... Et là aussi, donc on a des bioprotections comme Primaflora VR, par exemple, qui est différente. Là, on utilise par exemple, c'est vraiment juste pour donner un exemple, hein, on utilise par exemple la Pulcherima, qui a certaines capacités antagonistes vis-à-vis des brettes, mais par contre qui s'implante assez rapidement et qui est par exemple pas utilisable, cette préparation n'est pas utilisable en blanc parce que on ne pourra pas utiliser on ne pourra pas faire le débourbage, mais très intéressante sur les vins rouges. Donc là, un petit essai qui a été fait sur de la Syrah à Montpellier, pareil entre bioprotection et pas de bioprotection. Pour la maîtrise des brettes, ça a aussi bien fonctionné. Et voilà, je cite aussi ce cas de Montpellier qui était très intéressant aussi parce que c'est un viticulteur qui avait l'habitude de sulfiter un petit peu, mais pas mettre de levurage. Et du coup, en mettant 3 grammes de SO2, en fait, il sélectionnait les brettes. On a un pH de 3,8, 3 grammes de SO2,
ça élimine à peu près toutes les levures sensibles et c'est essentiellement les brettes qui persistent. Donc il avait d'énormes problèmes de formation de phénol. Et vous voyez, là, c'est vraiment typique. Ça, ce cas-là, c'est vraiment un cas d'école. On a supprimé le sulfitage des vendanges, on a rajouté de la bioprotection, et on a quand même résolu en grande partie le problème des brettes, en supprimant le SE2. Ouais. Donc c'est quand même assez tout à fait remarquable donc, comme effet. Donc quels sont les points importants en vinification en rouge contre les brettes? En fait, ce n'est pas le SE2, encore une fois, qui est important. Par expérience, ce qui nous a paru vraiment important, et ce qui a été souvent le souci pour les brettes, eh bien, en vin rouge, le démarrage spontané des fermentations, qui est une cause importante du développement des brettes, ou alors même pour les gens qui levurent, mais qui font des levurages tardifs. Ouais, je vous avais parlé de levurages qui interviennent seulement après l'encuvage, par exemple 24 à 48 heures après. Et surtout, le point important, c'est le défaut d'homogénéité des cuves au levure, enfin, le défaut d'homogénéité du levurage, qui est une des principales causes de l'installation des brettes. Donc l'important pour les brettes, c'est surtout le levurage très homogène. Et là, j'insiste toujours sur ce point-là. Le levurage, il ne faut jamais faire le levurage sur le vin une fois qu'il est encuvé. Il faut apporter le levure le plus tôt possible et avec pompe doseuse ou en répartition en goutte à goutte au moment du remplissage de la cuve et non pas après le remplissage de la cuve. Ça vous paraît un détail, détail pratique, mais c'est quand même assez fondamental dans ce domaine parce que quand vous mettez des levures sur une cuve de vendange rouge qui est déjà installée, eh bien, vous n'arrivez jamais à faire d'homogénéité, même si vous faites un remontage, et du coup vous laissez des foyers qui ne sont pas protégés, et vous avez des développements de brettes. Et donc ce point-là est vraiment fondamental pour moi. Je veux dire, le levurage, il doit être fait au moment de l'encuvage ou avant l'encuvage, et en répartition très homogène pendant le remplissage de la cuve. Donc ça, c'est peut-être l'un des points les plus importants pour lutter contre les brettes. Donc la bonne homogénéité des levures qu'on apporte et la façon d'apporter les levures sur la vinification rouge au moment de l'encuvage. Donc, juste pour finir, je dirais que la bioprotection est aussi puissante que le sulfitage. Donc les avantages de cette bioprotection plutôt que le sulfitage, eh bien sûr, vous avez nettement moins de SE2 total. Le sulfitage de jus, ça sélectionne des souches qui sont souvent résistantes au SO2. Et avec la bioprotection, bien, on préserve la flore indigène, on ne la détruit pas. Et alors, ce qui m'a toujours frappé un peu dans les vinifications sans sulfite, c'est qu'on a beaucoup moins de composés soufrés négatifs, donc des arômes plus nets, plus purs. Et je crois que tous les producteurs qui ont fait l'expérience sont unanimes sur ce point-là, sur la pureté aromatique, sur la typicité qui ressort. Parce qu'en général, on a moins de production d'H2S tout simplement et moins de composés soufrés négatifs. Donc des vins plus riches et plus gras. On a aussi moins d'amertume. Ça aussi, c'est une remarque qu'on a des producteurs. Il n'y a pas d'extraction d'amertume, pas de côté végétal, donc aussi bien en vin blanc qu'en vin rouge. Donc des vins plus ronds, plus souples, plus onctueux. Et moins de goût de pourri quand on a des problèmes de pourriture, des collages plus efficaces, coéniculation qui est plus facile, etc. Donc, un dernier petit mot, et je m'arrête, Stéphane, je crois qu'il faut que je m'arrête, d'accord. Les composés soufrés en vinification sans sulfite, oui, encore un point, ça c'est quand même important, de la bonne maîtrise, parce que quand vous travaillez sans sulfite, bien sûr, vous allez avoir des vins, ou des préférables de ne pas faire de soutirage à l'air, une fois que les vins sont finis. Et donc, c'est important quand même de bien gérer son stock de composés soufrés négatifs, pour pouvoir laisser les vins sur lit en fin de fermentation alcoolique, ne pas faire de soutirage à l'air. Donc, pour limiter ces composés soufrés négatifs, bien sûr, on ne met pas de SE2. Le débourbage qui est important. La maîtrise du soufre sur la vigne, ça c'est particulièrement important. Et surtout aussi l'alimentation azotée de la vigne et des levures. Donc, de bien gérer son stock, entre guillemets, de composés soufrés négatifs pendant toute la vinification. Ne pas hésiter à apporter de l'azote, même sur le jus, si ça devait manquer, pour ne pas avoir d'excès. Voilà. Et j'en arrive à la conclusion. La vinification sans sulfite, ce n'est pas juste l'abandon du SO2, c'est vraiment une nouvelle œnologie, c'est d'autres habitudes de travail. En général, je dirais que la vinification sans sulfite ne présente pas particulièrement de risques. Je veux dire, sur les 10 dernières années, les gens qui sont passés au sans sulfite, il n'y a pas eu de problème particulier, c'est vraiment relativement facile. C'est facile de se passer du SO2 en vinification, vraiment très facile, et ça
je dirais qu'il y a essentiellement des avantages plus que d'inconvénients. Le plus difficile, c'est quand même l'élevage et la mise en bouteille, mais ça, c'est vraiment un autre chapitre, de faire de la mise en bouteille sans sulfite, de l'élevage sans sulfite, ça, c'est une autre difficulté, et notamment la mise en bouteille. Et donc, pour les vins rouges, c'est un peu plus facile que sur les vins blancs, parce qu'il n'y a pas moins la question de l'oxygène. Et donc, je vous encourage vraiment à vous engager dans cette vinification sans sulfite, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à y gagner, beaucoup d'expressions à avoir sur les vins. Après, pour l'élevage, la mise en bouteille, il vaut peut-être mieux regarder quelques petites doses de SO2. Et je termine pour dire que le SO2 est un bon conservateur, mais un mauvais vinificateur. Voilà, merci de m'avoir écouté. Merci Arnaud.